Nous sommes en 1852, au cœur de la Virginie, une terre où les champs de coton étendent à perte de vue sous un soleil écrasant. C'est le monde de l'aristocratie du sud des États-Unis. Une société rigide, où l'honneur d'une famille est plus précieux que l'or. Les grands propriétaires terriens, comme la famille Beaumont, vivent dans des manoirs somptueux, organisant des bals et des dîners où l'on discute politique et affaires. Mais cette façade de raffinement cache une réalité brutale. Des centaines d'esclaves travaillent du lever au coucher du soleil, leur vie étant considérée comme de simples biens. La morale chrétienne est prêchée à Belle, église le dimanche, mais elle est oubliée le reste de la semaine. Dans ce monde, la réputation est tout, et une seule tache sur le nom d'une famille peut entraîner sa ruine. Le juge Alistair Beaumont, patriarche de son domaine, connaissait cette règle mieux que quiconque et était prêt à tout pour préserver son statut, même au prix de la cruauté la plus froide, une détermination qui allait bientôt sceller le destin de sa propre fille de la manière la plus terrible qui soit. Le juge Alistair Beaumont était un homme de 55 ans dont la vie entière était dédiée à l'apparence et au pouvoir. Respecté et craint dans toute la Virginie, il était obsédé par l'idée de laisser un héritage impeccable. Pour lui, la famille N était pas une source d'affection, mais une dynastie à perfectionner. Son plus grand tourment était sa propre fille, Cordelia. Âgée de 24 ans, elle ne correspondait en rien aux standards de beauté de l'époque, et son père voyait son surpoids comme une insulte personnelle, une honte qui souillait le nom des Beaumont. Il la considérait comme un obstacle à un mariage prestigieux qui aurait pu renforcer la position de la famille. Chaque jour, il la soumettait à une cruauté psychologique silencieuse, la rabaissant par des regards méprisants et des commentaires blessants. Son objectif était pas de l'éduquer, mais de la briser, espérant la modeler en quelque chose d'acceptable, ou, à défaut, la cacher aux yeux du monde pour protéger sa précieuse réputation qu'il chérissait plus que tout. Le point de rupture survint lors d'un dîner mondain organisé au manoir Beaumont. Elle, élite de la région, était présente, les femmes parées de leurs plus belles robes, et les hommes discutant de la récolte à venir. Le juge avait arrangé une nouvelle rencontre pour Cordelia, avec un prétendant riche mais connu pour sa cruauté. Après avoir subi une humiliation de plus en privé, Cordelia refusa fermement d'être présentée. La fureur du juge Alistair Beaumont éclata devant tous les invités. Se levant de table, son visage déformé par la rage, il déclara que si sa fille n'avait aucune valeur sur le marché du mariage, elle serait traitée comme les autres, biens, sans valeur de sa propriété. Dans un silence de mort, il appela son menuisier, un esclave nommé Elias. D'une voix glaciale, il ordonna à Cordelia de quitter le manoir immédiatement pour aller vivre dans la cabane d'Elias et le servir. Il voulait lui apprendre la soumission en l'humiliant de la pire des manières. Si le début de cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Votre soutien nous aide à continuer de raconter ces récits puissants. Le silence qui s'abattit sur la salle à manger fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les invités, figés, regardaient Cordelia se lever, le visage vidé de toute couleur. Sous le regard triomphant et glacial de son père, deux domestiques la prirent par les bras, sans ménagement, pour l'escorter hors de la pièce. Son monde s'effondrait sous les lustres en cristal, et les regards mi-choqués, mi-satisfaits de la bonne société de Virginie. On ne la conduisit pas à sa chambre, mais vers les quartiers des domestiques, où ses robes de soie furent remplacées par une simple tunique de toile rêche, le vêtement des esclaves. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin de terre qui menait aux cabanes, loin de la grande maison, était une descente aux enfers. Le parfum des magnolias du jardin fut remplacé par l'odeur de la fumée de bois et de la misère. Elle, Cordelia Beaumont, héritière d'une des plus grandes plantations, était désormais traitée comme un animal de bas, chassée de sa propre maison pour être livrée à un inconnu dans l'obscurité. La cabane d'Elias était petite, à peine plus qu'une seule pièce avec un sol en terre battue. Un lit de camp rudimentaire occupait un coin, une petite table et un tabouret constituaient le reste du mobilier. Tout était d'une propreté surprenante, mais la pauvreté des lieux était écrasante. Elias se tenait là, un homme d'une quarantaine d'années, grand et robuste, les mains calleuses d'un homme qui travaille le bois toute sa vie. Il ne montrait aucune émotion sur son visage, ni pitié, ni mépris, ni satisfaction. Il la regardait simplement, comme on observe un événement étrange et inattendu. Le contremaître, un homme brutal nommé Schofield, poussa Cordelia à l'intérieur. D'une voix forte, il aboya les ordres du juge. « À partir de ce soir, tu vis ici. Tu sers cet homme. Tu lui obéis en tout. Tu mangeras ce qu'il te donne et tu dormiras où il te dit. Le juge veut que tu apprennes ce que c'est que être sans valeur. » Puis il partit, refermant la porte derrière lui et les plongeant dans un silence lourd et menaçant,
scellant le destin de Cordelia dans cette prison de bois. La porte fermée, Cordelia resta pétrifiée, le dos contre le bois brut, s'attendant au pire. Elle avait été élevée en entendant que les esclaves étaient des êtres inférieurs, des créatures guidées par des instincts primaires. Son père l'avait jetée en pâture, s'attendant à ce qu'elle soit brisée, utilisée et humiliée par l'homme qui se tenait devant elle. Mais Elias ne bougea pas. Il ne dit pas un mot. Après un long moment, il se dirigea vers le petit foyer, prit un morceau de pain de maïs qui restait de son repas, et le posa sur la table. Il remplit ensuite une écuelle en bois d'eau fraîche, puisée dans un seau. Sans la regarder directement, il lui fit un signe de tête en direction de la maigre pitance. Puis, à la stupéfaction de Cordelia, il prit la seule couverture qu'il possédait, et l'aile, étendit sur le sol, se préparant une couche près du feu. D'un geste, il lui indiqua le lit de camp. Il lui offrait son lit, son repas, son espace, un acte de décence si profond et inattendu, qu'il ébranla toutes les certitudes de la jeune femme. Cette nuit-là, allongée sur la paillasse dure, Cordelia ne dormit pas. Les larmes qu'elle avait retenues coulaient en silence sur ses joues. Chaque fibre de son être était consumée par la honte, la peur et la rage contre son père. Il n'était pas contenté de la punir, il avait cherché à détruire son âme, à la souiller de la manière la plus cruelle qui soit. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de désespoir, une pensée déroutante persistait. L'homme qui dormait sur le sol à quelques mètres d'elle n'avait montré aucune trace de la brutalité attendue. Il ne l'avait pas touchée, ne lui avait pas parlé avec mépris. Son silence était empreint d'une dignité qui contrastait violemment avec la fureur barbare de son père. Pour la première fois de sa vie, Cordelia réalisait que le monde haine était peut-être pas aussi simple que ce qu'on lui avait appris. La véritable noblesse et la véritable sauvagerie ne se trouvaient peut-être pas là où elle avait toujours cru les voir. Cette simple nuit commençait à démanteler des années de préjugés et d'endoctrinement. Au lever du jour, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les fentes des murs en bois révélèrent un monde nouveau et hostile. Les bruits de la plantation au réveil, les ordres criés par les contremaîtres, les chants tristes des esclaves se rendant aux champs, tout cela était désormais sa réalité. Cordelia vit Elias, déjà debout, en train d'examiner un outil en bois à l'extérieur de la cabane. Il ne lui prêta aucune attention, absorbé par sa tâche. Son père avait voulu qu'elle soit soumise à un esclave, qu'elle apprenne l'obéissance par la force et l'humiliation. Mais Elias, en refusant de jouer le rôle du maître que le juge lui avait assigné, créait une situation bien plus complexe. Il ne la dominait pas, il l'ignorait presque, la laissant seule face à son propre destin. Le conflit initial que son père avait imaginé, celui d'une femme blanche brisée par un esclave noir, n'avait pas lieu. Un autre conflit, plus subtil et plus profond, commençait à naître. Celui entre la cruauté d'un système et la résilience silencieuse d'un homme qui, bien qu'enchaîné, restait plus libre que ses oppresseurs. Les jours se transformèrent en semaines, mais les rapports que le juge Alistair Beaumont recevait de son contremaître, Schofield, N, n'étaient pas ceux qu'il attendait. Il espérait entendre parler d'une fille brisée, suppliant de réintégrer sa maison, ou de conflits violents dans la cabane d'Elias. Au lieu de cela, on lui décrivait une routine silencieuse et morne. Cordelia était obéissante, mais d'une manière passive et vide qui exaspérait son père. Elias, quant à lui, continuait son travail sans un mot de travers, ignorant presque la présence de la jeune femme. Pour le juge, cette absence de drame était une insulte, une forme de défi silencieux. Sa punition, conçue pour être un spectacle de dégradation, se déroulait dans une discrétion insupportable. Il comprit que pour véritablement la briser, il devait rendre son humiliation publique et incontestable, la forcer à interagir non pas avec un seul homme dans l'intimité d'une cabane, mais avec le système tout entier, sous le regard de tous. La patience du juge Beaumont avait atteint ses limites. Un matin, à la surprise générale, il descendit de la grande maison et marcha d'un pas décidé vers les quartiers des esclaves, une chose qu'il ne faisait jamais. Les travailleurs s'arrêtèrent, le souffle coupé, sentant qu'un événement terrible allait se produire. Il s'arrêta devant la cabane d'Elias, où Cordelia venait de sortir pour chercher de l'eau. D'une voix forte et claire pour que tous puissent l'entendre, il déclara que son éducation entrait dans une nouvelle phase. Puisqu'elle n'avait pas réussi à apprendre la soumission en servant un seul homme, elle apprendrait en servant la plantation. Il lui ordonna de se joindre aux femmes qui travaillaient à la buanderie, l'un des labeurs les plus éreintants et les moins considérés. Là-bas, dit-il avec un sourire cruel, la sueur et la saleté effacent toute prétention de noblesse. Tu apprendras ta vraie place. Était une condamnation, une sentence de travaux forcés destinée à anéantir les derniers vestiges de son identité. Le lendemain matin,
avant même que le soleil ne se lève complètement, Cordelia fut conduite à la buanderie. C était un bâtiment bas et humide, constamment rempli de la vapeur âcre du savon de lessive et de la fumée des feux sous les immenses chaudrons d'eau bouillante. Ses mains douces et pâles, qui n'avaient jamais connu que la broderie et les touches d'un piano, furent plongées dans l'eau brûlante et la soude caustique. Les autres esclaves, des femmes au dos courbé par des années de labeur, la regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Elles n'osaient ni lui parler ni l'aider, craignant la colère du contremaître Scofield, qui se tenait là, observant chaque mouvement de Cordelia avec une satisfaction malveillante. Chaque tissu qu'elle tordait, chaque drap lourd qu'elle devait soulever, était un supplice qui lui arrachait la peau des mains et lui brisait le dos. L'humiliation N était plus privée, elle était désormais une performance publique de sa déchéance. Chaque soir, quand Cordelia retournait à la cabane, elle était une ombre d'elle-même, couverte de sueur et de crasse, les mains en sang, le corps secoué de tremblements d'épuisement. Elias la voyait s'effondrer sur le sol, trop lasse pour manger le maigre repas qu'il avait préparé. Il ne pouvait rien dire. Un mot de réconfort, un geste de pitié trop visible, et il risquait le fouet pour lui, et un châtiment pire encore pour elle. Mais dans le silence de la petite pièce, il agissait. Il laissait toujours une écuelle d'eau fraîche à sa portée, et, discrètement, il préparait une décoction d'herbes apaisantes qu'il avait apprise de sa mère pour soigner les brûlures. Il déposait un chiffon propre imbibé de cette mixture près de sa couche, sans un regard, sans un mot. Était tout ce qu'il pouvait faire. Des actes de bonté si infimes qu'ils étaient invisibles aux yeux des maîtres, mais qui étaient, pour Cordelia, les seuls fils qui la rattachaient encore à son humanité. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de douleur et d'épuisement. Le corps de Cordelia, non habitué à un tel travail, commençait à céder. Elle maigrissait, son visage était creusé par la fatigue, et ses mains étaient devenues un amas de cicatrices et de plaies ouvertes. Mais la souffrance physique N était rien comparée au tourment de son esprit. Chaque jour, elle sentait son identité s'effacer un peu plus. Elle, N, était plus Cordelia Beaumont. Elle était une chose, un outil, un corps destiné à frotter, tordre et porter jusqu'à quel épuisement. L'espoir qui avait timidement commencé à naître lors de ses premières nuits dans la cabane était mort, étouffé par la brutalité de sa nouvelle vie. Elle était au plus bas, complètement seule, convaincue que son père avait finalement réussi. Il l'avait vidée de tout ce qu'elle était, ne laissant qu'une coquille vide et souffrante. Elle était brisée, ou du moins, elle le croyait fermement à cet instant. Si la force de cette histoire vous touche, montrez votre soutien en vous abonnant et en aimant la vidéo. Chaque geste nous aide à continuer de faire vivre ces récits qui ne doivent pas être oubliés. Un soir, alors que tout espoir semblait l'avoir quitté, elle vit Elias assis près du feu, concentré sur un petit morceau de bois. Avec un couteau usé, il taillait lentement, patiemment, le bois. Ses grandes mains, si puissantes et calleuses, se mouvaient avec une délicatesse surprenante. Sous la lumière vacillante de la flamme, une forme commença à émerger. Un petit oiseau, les ailes à moitié déployées, prêt à prendre son envol. Il ne dit rien, ne la regarda même pas, entièrement absorbé par son ouvrage. Mais pour Cordelia, cet acte de création au milieu de tant de destruction, fut comme une décharge électrique. Dans ce monde conçu pour écraser et déshumaniser, cet homme qui ne possédait rien, créait de la beauté à partir de presque rien. Était un acte de défi silencieux, une affirmation que même dans les ténèbres les plus profondes, l'esprit humain pouvait encore trouver un moyen de élever. Une minuscule étincelle de volonté se ralluma en elle. De la fenêtre de son bureau, qui surplombait la plantation, le juge observait parfois sa fille se traîner vers la buanderie à l'aube. Il voyait sa silhouette amaigrie, sa démarche lente et douloureuse, et il ressentait une profonde et terrible satisfaction. Pour lui, l'expérience était une réussite totale. Il avait pris sa fille, symbole de sa déception, et l'avait réduite à sa juste valeur, moins qu'un animal de trait. Il était convaincu d'avoir purgé l'honneur de la famille Beaumont en démontrant que tout ce qui était faible et imparfait sous son toit serait brisé et corrigé. Dans son arrogance, il ne voyait que la dégradation physique de Cordelia. Il était complètement aveugle à la résilience silencieuse qui se construisait dans la cabane d'Elias. Il croyait avoir gagné la guerre contre l'esprit de sa fille, sans se douter qu'il venait de lui fournir les armes pour la bataille qui allait sceller sa propre et humiliante défaite. L'oiseau de bois qu'Elias avait sculpté devint un symbole silencieux dans la petite cabane. Cordelia le regardait souvent, posé sur la petite étagère qu'Elias avait fabriquée. Ce N était pas seulement un objet. Était la preuve qu'au milieu de la laideur et de la brutalité, la création était possible.
Une force tranquille émanait de cet acte, et elle commença à s'infiltrer en Cordelia. Elle cessa de voir sa situation uniquement comme une punition. Elle commença à la voir comme une épreuve. Le désespoir qui l'avait paralysée se transforma lentement en une curiosité prudente. Elle observait Elias, non plus avec la peur d'une femme livrée à un étranger, mais avec l'intérêt d'une élève découvrant un maître inattendu. Elle voulait comprendre comment, dans un monde qui lui avait tout pris, cet homme avait réussi à conserver une part si essentielle de lui-même. La rage contre son père était toujours là, brûlante, mais elle était désormais contenue, canalisée vers un nouvel objectif. Survivre, non pas en attendant la pitié, mais en apprenant à être forte. Cordelia se mit à observer les routines d'Elias avec une attention nouvelle. Elle vit la discipline dans ses gestes. Olé, économie de chaque mouvement lorsqu'il travaillait le bois, transformant des planches brutes en meubles solides ou en réparations délicates pour la grande maison. Il ne gaspillait ni son temps, ni son énergie, ni ses mots. Le soir, après le travail éreintant, elle le voyait parfois tracer des signes dans la terre avec un bâton, le front plissé par la concentration. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas de simples dessins. Il s'exerçait, en secret, à une compétence que le système lui interdisait formellement. L'écriture. Cette découverte la frappa profondément. Cet homme, considéré comme une simple propriété, nourrissait son esprit dans l'ombre, défiant les lois de ses oppresseurs par la simple volonté d'apprendre. Elle réalisa que la véritable prison était pas toujours celle que l'on voyait. Son père, dans son grand manoir, était bien plus enchaîné par ses propres préjugés, et sa haine qu'Elias Neville était dans sa cabane. Une nuit, alors que la plantation était plongée dans un silence profond, Cordelia osa briser la barrière qui les séparait. Elle ne lui posa pas de questions sur sa vie ou sa souffrance, car elle savait que de tels mots étaient dangereux. À la place, elle lui parla de livres. Elle lui raconta les histoires qu'elle avait lues, les poèmes qu'elle connaissait par cœur, décrivant des mondes lointains et des idées complexes. Elias Liss écouta sans l'interrompre, son visage impassible ne trahissant rien. Mais à la fin de son récit, il hocha simplement la tête, un signe de reconnaissance presque imperceptible. Ce fut le début de leur alliance. Leurs conversations nocturnes devinrent un rituel secret. Elle lui offrait le savoir du monde extérieur, et lui, en retour, commençait à partager avec elle la sagesse de la survie. Il lui expliqua quelles herbes pouvaient apaiser la douleur de ses mains, comment interpréter le chant des oiseaux pour prédire la pluie, des connaissances pratiques qui valaient bien plus que toute la littérature du manoir. Leur relation évolua subtilement. Cordelia ne se contentait plus de subir sa condition. Elle se mit à participer activement à la vie de la cabane. Elle apprit à raccommoder les vêtements de travail d'Elias avec une habileté qu'elle ne se connaissait pas, à entretenir le feu pour qu'il dure toute la nuit, à préparer le maigre repas avec soin. Ces tâches étaient plus des corvées imposées, mais des actes de contribution à leur fragile sanctuaire. Elle devenait une partenaire, non une servante. En retour, Elias lui montra comment affûter les outils, comment reconnaître la qualité d'un morceau de bois au simple toucher. Il ne lui parlait jamais avec condescendance. Il la traitait comme une égale, une personne capable d'apprendre et de comprendre. Pour la première fois de sa vie, Cordelia se sentait respectée non pas pour son nom ou sa fortune, mais pour ses capacités et sa volonté. Loin du regard méprisant de son père, elle commençait à se reconstruire, pièce par pièce. La confiance entre eux se renforça au point qu'Elias décida de lui révéler son plus grand secret. Un soir, il délogea une pierre meuble près du foyer, et en sortit un petit paquet enveloppé dans un morceau de toile cirée. À l'intérieur se trouvait un livre. Était une Bible usée, dont les pages étaient cornées et fragiles. Il lui expliqua d'une voix basse, qu'un vieil esclave lui avait appris les bases de la lecture avant d'être vendu. Depuis, il s'exerçait seul, chaque nuit, déchiffrant les mots à la lueur des braises. Lui montrer ce livre était un risque immense. Si Scofield ou le juge le découvrait, la punition serait terrible, probablement la mort. En partageant ce secret, il ne lui montrait pas seulement sa confiance, il lui remettait une partie de sa vie entre les mains. Cordelia comprit la portée de ce geste. Elle ne le trahirait jamais. À cet instant, leur alliance cessa d'être une simple entente pour la survie. Elle devint un pacte sacré, scellé par un secret partagé. Leur enseignement mutuel devint le cœur de leur résistance silencieuse. Cordelia, avec son éducation raffinée, aida Elias à perfectionner sa lecture et son écriture. Ensemble, dans le plus grand secret, ils commencèrent à mettre par écrit les souvenirs d'Elias. Les noms des membres de sa famille vendus et dispersés à travers le sud.
les chansons que sa mère lui chantait, les traditions de son peuple. Était un acte de défiance puissant, une manière de préserver une histoire que le système esclavagiste cherchait à effacer. En échange, Elias lui apprit à lire le monde qui l'entourait. Il lui enseigna la patience en observant les plantes pousser, la force en voyant un arbre résister à la tempête, la stratégie en étudiant le comportement des animaux de la plantation. Il lui forgea un esprit que l'argent de son père n'aurait jamais pu acheter, un esprit résilient, observateur et profondément ancré dans la réalité. Si cette histoire de courage et de dignité retrouvée vous inspire, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits. Votre soutien est précieux. La transformation de Cordelia N n'était pas spectaculaire, mais elle était profonde et visible pour ceux qui savaient regarder. Son corps portait toujours les marques du travail éreintant, ses mains étaient couvertes de cicatrices, mais son regard avait changé. La peur et la honte avaient laissé place à une lueur de détermination tranquille. Elle ne baissait plus les yeux lorsqu'elle croisait le contremaître Scofield. Elle le regardait droit dans les yeux, sans insolence, mais avec une assurance qui le déstabilisait. Les autres esclaves, qu'il avait d'abord observés avec méfiance, commencèrent à la voir différemment. Ils sentaient en elle une force nouvelle, une solidarité silencieuse. Ils ne lui parlaient pas directement, le risque était trop grand, mais un hochement de tête discret, un morceau de fruit laissé près de son poste de travail à la buanderie, était autant de signes qu'Hélène était plus seule. Elle faisait désormais partie d'une communauté invisible qui résistait par la dignité. Le juge Beaumont depuis son bureau ne voyait rien de tout cela. Il recevait les rapports de Scofield, qui décrivaient une Cordelia soumise et silencieuse, et s'en satisfaisait pleinement. Dans son arrogance, il était incapable d'imaginer qu'une transformation intérieure puisse avoir lieu. Il ne voyait que la surface. Sa fille, autrefois parée de soie, était désormais vêtue de haillons. Son corps était affaibli, son statut social anéanti. Pour lui, était la preuve de sa victoire totale. Il avait réussi à la briser, à la réduire à Talal, état d'objet, comme il l'avait toujours souhaité. Il était tellement aveuglé par sa propre cruauté, qu'il ne percevait pas le danger qui grandissait sous ses yeux. Il pensait avoir éteint le feu, alors qu'il n'avait fait que le forcer à couver sous les cendres, le rendant plus concentré, plus chaud, et prêt à embraser son monde à la première occasion. Forte de sa nouvelle résilience et de l'alliance avec Elias, Cordelia commença à penser au-delà de la simple survie. Elle commença à penser à la justice. Elle se souvenait de conversations entendues dans le salon de son père, des discussions sur les lois, les contrats et les testaments. Elle se rappela notamment d'une clause dans le testament de sa mère, une femme douce, mais à la volonté de fer, qui avait toujours désapprouvé la cruauté de son mari. Elle avait laissé un fonds spécial à Cordelia, accessible uniquement à sa majorité, ou en cas de circonstances extrêmes, une formulation vague que les avocats de son père avaient toujours ignorée. L'idée commença à germer dans son esprit. Ce N était plus un rêve de fuite, mais le début d'un plan. Un plan patient, méticuleux et intelligent. Elle utiliserait les propres armes de son père, la loi, l'argent et la réputation, pour le détruire. La victime silencieuse se préparait à devenir la stratège de sa propre vengeance. Le plan de Cordelia, né d'un murmure de souvenirs concernant le testament de sa mère, prit racine et se transforma en une stratégie froide et calculée. Elle comprit que la force brute était inutile contre un homme comme son père. Il fallait utiliser ses propres armes contre lui. La loi, la réputation et l'argent. Le premier obstacle était immense. Comment, depuis sa cabane et la buanderie, pouvait-elle accéder à des documents légaux enfermés dans le bureau de son père? Elle avait besoin d'yeux et de mains à l'intérieur de la grande maison, une personne de confiance qui risquerait tout pour elle. Ce N était plus une question de survie au jour le jour, mais de mener une guerre secrète depuis le cœur même du territoire ennemi. Chaque soir, à côté d'Elias, elle ne voyait plus seulement les flammes dans le foyer, mais les rouages d'une machination complexe qui, elle l'espérait, consumerait l'empire de son père jusqu'aux fondations, le laissant seul au milieu des cendres de son orgueil. Sa quête d'un allié la ramena à ses souvenirs d'enfance. Elle se rappela de Delia, une domestique âgée qui avait servi sa mère avec une loyauté sans faille. Delia avait toujours eu un regard doux pour Cordelia, même après que le juge eut commencé à la traiter avec mépris. Elle était discrète, presque invisible dans la grande maison, mais elle connaissait chaque secret, chaque passage, chaque habitude du maître. Cordelia se mit à observer les allées et venues entre la buanderie et la cuisine, cherchant une occasion. Elle savait que Delia détestait la cruauté du juge, et qu'elle avait pleuré en secret la mort de sa mère. Était un pari dangereux. Solliciter l'aide d'un autre esclave, était risquer de le condamner au fouet, ou pire encore.
mais Cordelia n'avait pas le choix. Elle devait faire confiance à la mémoire de sa mère, et à la décence d'une femme qui, elle l'espérait, n'avait pas encore été complètement brisée par des années de servitude. L'occasion se présenta une semaine plus tard. Scofield, le contremaître, était occupé à punir un jeune esclave à l'autre bout de la plantation, et la surveillance à la buanderie était relâchée. Cordelia vit Delia venir chercher un panier de linge. Le cœur battant, elle s'approcha d'elle, feignant de l'aider. D'une voix à peine audible, elle ne parla pas de plan ni de vengeance. Elle murmura simplement « Ma mère vous appréciait plus que quiconque. Elle disait que votre cœur était aussi fidèle que l'aile, étoile du Nord. » était une phrase que sa mère lui répétait souvent. Les yeux de Delia s'emplirent de larmes. Elle ne répondit rien, mais en prenant le panier, sa main serra brièvement celle de Cordelia. Était un contact fugace, mais il scellait un pacte silencieux. Le lendemain, en rapportant le linge propre, Delia laissa tomber un petit morceau de charbon de bois, près de Cordelia. Était un signal. La communication était établie. Le premier maillon de la chaîne de sa vengeance venait être forgé dans le secret. La mission de Delia était d'une simplicité terrifiante. Trouver le nom de l'avocat de la famille, celui qui avait rédigé le testament de sa mère. Pendant plusieurs nuits, la vieille femme risqua sa vie. Attendant que le juge soit profondément endormi, sa respiration lourde audible dans toute la maison, elle se glissait dans son bureau. La pièce était le sanctuaire du pouvoir de son maître, rempli de livres de droit et de l'odeur de son tabac. Guidée par la seule lueur de la lune, elle fouilla les tiroirs, ses mains tremblantes, frôlant les documents qui décidaient de la vie et de la mort de tant de gens. Elle ne pouvait pas prendre de papier, cela aurait été découvert immédiatement. Elle devait lire et mémoriser. Finalement, au fond d'un tiroir verrouillé qu'elle parvint à ouvrir avec une épingle à cheveux, elle trouva une liasse de lettres. Sur l'une d'elles, une correspondance ancienne, elle lut le nom et l'adresse. Maître Samuel Abernathy, Charleston. Elle le répéta en silence, encore et encore, jusqu'à ce que le nom soit gravé dans sa mémoire, comme dans la pierre. Transmettre cette information à l'extérieur de la plantation était le défi suivant, et c'est là que l'ingéniosité d'Elias entra en jeu. Il connaissait un homme libre, un charretier nommé Joseph, qui venait une fois par mois livrer des fournitures et récupérer des meubles à réparer. Joseph était un homme discret qui détestait le système esclavagiste, et aidait parfois à faire passer des messages pour ceux qui en avaient les moyens. Elias passa plusieurs soirées à fabriquer une petite boîte en bois d'apparence ordinaire, destinée à contenir des outils. Mais il y créa un double fond si parfaitement dissimulé, qu'il était indétectable à elle, œil nu. Cordelia y glissa un message écrit sur un lambeau de tissu avec le charbon de bois fourni par Delia. Elle y inscrivit le nom de l'avocat et une simple phrase. Agissez au nom de la clause des circonstances extrêmes pour la fille de Cécile Beaumont. Le jour de la venue de Joseph, Elias lui vendit la boîte pour quelques pièces qu'il avait économisées pendant des années, lui expliquant à voix basse l'importance de son contenu. Pendant que ce complot méticuleux se tissait dans l'ombre, le juge Alistair Beaumont n'avait jamais été aussi satisfait de lui-même. De sa fenêtre, il voyait sa fille, amaigrie et sale, effectuer les tâches les plus viles. Il la voyait obéissante, silencieuse, vidée de toute lueur de défi. Il interprétait sa résilience comme de la soumission, sa discipline comme un esprit brisé. Pour lui, son expérience était une réussite totale. Il se vantait auprès de ses voisins de la manière dont il avait corrigé le caractère défaillant de sa fille, la transformant en un exemple de ce qui arrive à ceux qui défient l'autorité patriarcale. Son arrogance était un voile si épais qu'il ne voyait pas le regard de Cordelia, qui, était plus celui d'une victime, mais celui d'un prédateur qui attend patiemment son heure. Il croyait avoir gagné la guerre, alors qu'il, était qu'un roi aveugle, assis sur un trône dont les pieds étaient déjà minés et prêts à s'effondrer au premier choc. La boîte en bois quitta la plantation, emportant avec elle le fragile espoir de Cordelia et Elias. Les semaines qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Chaque jour était une épreuve de patience et de nerfs. Le moindre faux pas, le moindre regard suspect de Scofield, pouvait tout anéantir. Ils continuaient leur routine, jouant leur rôle à la perfection. Cordelia frottait le linge avec une énergie nouvelle, non plus celle du désespoir mais celle de l'attente. Elias taillait le bois, chaque coup de son ciseau semblant marquer le temps qui s'écoulait. Ils ne parlaient presque jamais de leurs plans, le silence étant leur meilleur bouclier. Mais dans leurs regards échangés le soir, dans la cabane, se lisait une compréhension mutuelle et une détermination de fer. La graine de la vengeance avait été plantée.
Désormais, il ne leur restait plus qu'à attendre, en priant pour que le sol lointain de Charleston soit fertile, et que l'avocat de sa mère soit un homme d'honneur. Plusieurs semaines écoulèrent dans une attente insoutenable, un silence lourd de menaces et d'espoir. Puis, un dimanche matin, le moment que Cordelia redoutait et attendait à la fois, arriva. Le juge Alistair Beaumont, plus arrogant que jamais, décida qu'il était temps de montrer à la bonne société de Virginie le résultat final de sa méthode éducative. Après le service religieux, il invita plusieurs des familles les plus influentes de la région à l'accompagner jusqu'à sa plantation pour une inspection. Il leur promit de leur montrer ce qu'il advenait de la désobéissance et de l'orgueil, se présentant comme un patriarche juste, mais sévère. Un cortège de calèches luxueuses ébranla donc vers les quartiers des esclaves, les invités curieux et un peu mal à l'aise, s'attendant à assister au spectacle d'une femme brisée, un avertissement pour toutes les filles et épouses présentes. Était le théâtre final du juge, la scène où il comptait sceller sa victoire absolue sur l'esprit de sa propre fille. Le cortège s'arrêta à une distance respectueuse des cabanes, et le juge descendit de sa voiture, invitant ses convives à le suivre d'un geste ample et théâtral. Il marcha d'un pas assuré vers la cabane d'Elias, un sourire de triomphe aux lèvres. Mais lorsqu'il arriva, le spectacle qui s'offrit à eux le figea sur place. Il n'y avait pas de femme en larmes, pas de scène de misère sordide. Assise sur un petit tabouret de bois à l'extérieur de la cabane, Cordelia était en train de raccommoder une chemise avec une concentration sereine. Elle avait maigri certes, et ses vêtements étaient ceux d'une esclave, mais son visage n'exprimait ni la honte, ni le désespoir. Il y avait en elle une tranquillité et une force que personne ne lui avait jamais connues. À ses côtés, Elias, assis par terre, polissait un petit oiseau en bois qu'il venait de sculpter. Il ne parlait pas, mais l'atmosphère qui les entourait était celle d'une complicité paisible, d'une dignité partagée qui était l'antithèse exacte de l'humiliation attendue. Le visage du juge Beaumont passa du triomphe à l'incrédulité, puis à une fureur volcanique. Cette scène de paix était une insulte directe, un défi silencieux à son autorité absolue. Il avait voulu un spectacle de déchéance, et il se retrouvait face à un tableau de résilience. Devant ses invités médusés, il perdit tout contrôle. Il s'avança vers sa fille, le visage déformé par la haine. « Alors c'est ainsi que tu déshonores mon nom » hurla-t-il, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Vautrer dans la saleté avec ce « bien » tu es devenu pire qu'un animal, une honte pour notre sang. Je t'ai donné une chance d'apprendre la soumission, et tu as choisi la souillure. » Chaque mot était un coup de fouet verbal, destiné à la briser enfin, publiquement, là où il pensait qu'elle serait la plus vulnérable. Il voulait que tous voient la créature abjecte qu'elle était devenue à ses yeux, espérant que leur mépris achèverait le travail. Pour la toute première fois de sa vie, Cordelia ne baissa pas les yeux. Elle ne pleura pas. Elle posa lentement son ouvrage, se leva et fit face à son père. Son regard était calme, direct et dépourvu de toute peur. Quand elle parla, sa voix était pas forte, mais elle portait une fermeté de fer qui stupéfia l'assistance et fit taire son père. « Vous m'avez envoyé ici pour que j'apprenne ce que signifie être sans valeur, » dit-elle clairement. « Vous avez réussi à m'apprendre quelque chose, en effet. Mais pas ce que vous vouliez. » Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de chaque témoin. « J'ai appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son nom, à sa fortune, ou à l'apparence de son corps. J'ai appris que la véritable noblesse se trouve dans la bonté, une chose dont vous ignorez tout. » Était plus qu'une réponse. Était le début d'un jugement, prononcé par la victime elle-même. Se tournant légèrement pour que tous les invités puissent voir son visage, Cordelia poursuivit son réquisitoire implacable. « Vous parlez de déshonneur, père ? Le seul déshonneur ici, c'est votre cruauté. » Elle fit un geste en direction d'Elias qui, était levé et se tenait droit, silencieux, le petit oiseau de bois dans sa main. « Cet homme, que vos lois appellent une propriété, m'a traité avec plus de respect et d'humanité en quelques mois que vous ne l'avez fait en 24 ans. Dans cette cabane, j'ai trouvé plus de dignité que dans toutes les pièces dorées de votre manoir. La seule souillure qui entache le nom des Beaumont, ce n'est pas moi. C'est la tyrannie d'un homme qui confond pouvoir et brutalité, un homme dont le cœur est un désert de haine. » Chaque phrase était une pierre jetée à la façade respectable du juge, la faisant craquer et s'effondrer devant tout le monde. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Les invités regardaient horrifiés, non pas Cordelia, mais le juge Alistair Beaumont. Le masque du patriarche sévère mais juste était tombé, révélant le visage hideux d'un monstre sadique.
Il ne voyait plus une fille rebelle, et son père exaspéré. Il voyait une jeune femme courageuse, et un tyran pathétique. Les murmures cessèrent. Les dames détournèrent le regard, gênées et dégoûtées. Les hommes, qui avaient partagé le vin et les cigares du juge, reculèrent d'un pas, comme pour se dissocier physiquement de sa cruauté soudainement mise à nu. L'humiliation publique, l'arme favorite du juge, venait de se retourner contre lui avec une force dévastatrice. Il était devenu, en l'espace de quelques minutes, un paria aux yeux de la société même, qu'il avait passé sa vie à vouloir dominer par la réputation. Alistair Beaumont se tenait là, seul au milieu du cercle de ses anciens admirateurs, la bouche ouverte mais sans qu'aucun son n'en sorte. Il était vaincu. Il n'y avait pas eu de violence, pas de rébellion armée, juste la vérité, dite d'une voix calme par la personne qu'il avait le plus méprisée. Son pouvoir, construit sur une illusion de respectabilité et d'honneur, était évaporé sous le soleil de Virginie. Il était nu, dépouillé de son autorité morale, réduit à ce qu'il était vraiment, un homme petit et cruel. Cordelia, elle, se tenait droite, sa transformation achevée. Hélène était plus la victime tremblante, mais une force tranquille qui venait de démolir un empire avec de simples mots. Dans le silence assourdissant de la défaite de son père, elle savait que la première et la plus importante bataille de sa vengeance venait de être gagnée de la manière la plus éclatante qui soit. L'humiliation du juge Beaumont fut totale et silencieuse. Ses invités ne dirent pas un mot. Ils remontèrent dans leur calèche, les visages fermés, évitant son regard comme s'il était porteur d'une maladie honteuse. En quelques minutes, la cour de la plantation fut vide, ne laissant que le juge, debout, seul au milieu de la poussière soulevée par les chevaux. Son monde, bâti sur la peur et une réputation impeccable, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Hélène était plus le patriarche respecté, mais un monstre démasqué, un sujet de commérage méprisant qui se répandrait dans toute la Virginie avant le coucher du soleil. Il rentra dans son grand manoir, mais la maison lui parut soudain immense et glaciale. Chaque portrait d'ancêtre semblait le juger. Il avait voulu faire de sa fille un exemple de déshonneur, et c'est lui qui était devenu le paria, condamné à vivre avec la honte indélébile qu'il avait lui-même créée, une sentence bien plus cruelle que n'importe quelle punition physique. L'arrivée de maître Samuel Abernathy de Charleston, quelques jours plus tard, fut le coup de grâce. Était un homme connu pour ses sympathies abolitionnistes, contacté secrètement grâce au message de Cordelia. Armé des dernières volontés de Cécile Beaumont, il confronta le juge dans son propre bureau. Le testament de la mère de Cordelia contenait une clause, oubliée depuis longtemps, stipulant qu'en cas de circonstances extrêmes, mettant en péril le bien-être physique ou moral de sa fille, un fonds fiduciaire substantiel lui serait immédiatement débloqué. L'humiliation publique et la servitude forcée constituaient des preuves irréfutables. Le juge, légalement acculé et socialement détruit, ne put rien faire. Cordelia entra en possession d'une fortune considérable. Son premier acte ne fut pas de s'acheter une robe de soie, ou de quitter la plantation. D'une main ferme, elle signa les papiers préparés par l'avocat, des documents qui ne concernaient qu'une seule chose. L'achat et l'affranchissement immédiat d'un homme nommé Elias. Le jour de leur départ, une simple charrette les attendait à l'entrée du domaine. Elias, désormais un homme libre, tenait les rênes. Cordelia monta à ses côtés, vêtue d'une robe simple mais digne. Ils ne se retournèrent pas, laissant derrière eux les fantômes d'une vie de souffrance. Ils ne partaient pas comme un couple au sens où la société l'entendait, mais comme deux âmes sœurs liées par une épreuve commune, deux survivants, qui avaient trouvé la liberté dans la reconnaissance mutuelle de leur humanité. Depuis la fenêtre de son bureau, le juge Alistair Beaumont les regarda éloignés sur la route poussiéreuse, jusqu'à Seine, être plus qu'un point à l'horizon. Il avait tout perdu, tandis qu'eux, qui n'avaient rien, partaient vers un avenir à construire. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Cordelia et Elias s'installèrent dans le nord. Avec les fonds restants, Elias ouvrit un atelier de menuiserie réputé pour la qualité de son travail et la beauté de ses sculptures d'oiseaux, devenues symbole d'espoir. Cordelia utilisa son éducation pour devenir une voix puissante dans le mouvement abolitionniste. Elle ne racontait pas son histoire pour la pitié, mais pour témoigner que le système esclavagiste ne détruisait pas seulement les enchaînés, mais qu'il corrompait aussi l'âme des maîtres. Leur héritage n'était pas fait de terre, mais d'une leçon intemporelle. La véritable noblesse ne se trouve ni dans le sang ni le statut, mais dans la capacité à voir l'humanité en autrui. Dans un monde conçu pour écraser, un simple acte de dignité peut devenir la plus grande des rébellions, une lumière capable de faire s'effondrer les empires de la haine, et de révéler le vrai visage de la tyrannie.